Bonjour à toutes, bonjour à tous. Fonctionnaire de l'État béninois, contrôleur budgétaire au ministère des Finances et de l'économie du Bénin naturellement, ex-directeur de la planification, de l'administration et des finances du ministère des Affaires étrangères et actuellement en service à la Commission béninoise des droits de l'homme en qualité de contrôleur financier. Il faut dire qu'il est aussi le président de la Confédération africaine des associations et clubs pour l'UNESCO pour les 4 années à venir et enfin acteur politique. Toutes ces casquettes sont sur la tête d'un seul homme qui est notre invité ce dimanche. Son nom, Gabin Aloyon. Avec lui, nous parlerons justement de l'actualité politique. Nous parlerons surtout de son passage au ministère des Affaires étrangères. Nous parlerons également de la crise au Niger qui secoue actuellement notre pays et bien évidemment les pays de la sous-région. Et si le temps nous le permet, nous parlerons du code électoral et des prochaines élections générales. Bien évidemment, nous ferons un point d'honneur à nous intéresser au fonctionnement des 2 blocs du régime du président Patrice Talon, aussi bien sur leurs forces que leurs faiblesses. Voilà, mesdames et messieurs, le menu de cette émission. Je vous souhaite la bienvenue. Merci et bonjour à vous, monsieur Gabin Aloyon. Bonjour, monsieur Donkla Mabalo. Je salue Eden TV et toute ton équipe. Merci bienvenue de nous faire sur l'honneur. le plateau de l'entretien du dimanche. Merci de nous faire l'honneur, de nous faire entendre sur notre point de vue en ce qui concerne le fonctionnement de la République. D'accord. Vous nous faites le vœu, ou plutôt la promesse de répondre à toutes nos questions, monsieur Aloyon. Écoute, je suis là pour ça. D'accord. Alors, vous êtes fonctionnaire de l'État, vous avez plusieurs casquettes, Oui. mais depuis bien des années, j'ai eu personnellement la possibilité de vous suivre ça et là. Vous êtes acteur politique. Comment faites-vous pour concilier le service pour l'État, le service à la fonction publique, à l'engagement politique? Merci. Je ne suis pas le premier au Bénin à avoir cet engagement, cette conviction. J'ai des aînés qui se trouvent aujourd'hui à l'hémicycle, qui ont fait l'hémicycle, qui n'y sont plus, qui ont été au gouvernement. Donc c'est une école qui a commencé depuis les bancs universitaires, les bancs scolaires, Oui. en passant par les bancs universitaires. Donc le militantisme que nous avons eu, que nous avons gardé depuis l'université, ça continue de suivre son cours. Et pourquoi cela? Parce que si vous avez une idéal à partager, Oui. vous estimez que vous avez un projet de société, vous avez votre manière de voir la République se développer, vous devez vous donner les moyens d'aller au contact du bas peuple. D'accord. C'est ça. Donc, en fait, vous allez au contact du bas peuple. Tout naturellement, le pouvoir se donne par le peuple. Il n'y a pas de pouvoir à marge du peuple. Il faut aller au contact du peuple. Il faut aller dans le peuple. Et donc, c'est pour ça que vous voyez tout cet engagement-là. Je garde la conviction que notre opportunité est en route pour que nous puissions avoir, pourquoi pas vous et moi, ensemble, les moyens de révéler au mieux ce que nous avons dans la tête pour un Bénin beaucoup plus rayonnant. Oui, mais quand sur votre trajectoire politique, M. Aloyon, vous ne faites jamais l'opposition. Vous êtes tout le temps collé au pouvoir politique. Est-ce que ça, c'est de l'engagement, de la conviction ou de l'opportunisme? Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites? Je l'affirme. Je vous ai vu acteur politique. Je ne vous ai jamais vu opposant. J'aurais souhaité que vous restiez au conditionnel. Oui, d'accord, mais dites-nous le contraire, c'est à vous de nous dire. Moi, je ne sais pas. Donc là, Babalo. Oui, M. Aloyon. J'ai été aux élections législatives pour la première fois en 2011. Oui. Après avoir divorcé avec les forces Cori Point Bénin émergent. À la fin du mandat, à la fin des forces Cori. Les forces Cori Point Bénin émergent, oui. C'est de 2006 à 2016. 2016, oui. J'ai dit 2011 et vous trouvez que c'est déjà la fin. Allez-y, allez-y. Donc déjà en 2011, nous avons commencé par dire au président Yahi Boni, tel que ça se passe, ça ne nous conduira pas à bon port. Donc j'ai fait l'opposition à travers l'Alliance Cori 2, qui se déguisait en une mouvance bis, mais en réalité, elle n'était plus dans la vision des forces Cori pour un Bénin émergent. La deuxième fois que je suis allé, j'étais deuxième sur la liste, derrière Jean-Eudes Koundé. Oui. L'honorable Jean-Eudes Koundé. Nous n'avions pas pu enlever un siège. La deuxième fois que je suis allé aux élections, c'est en 2015. L'initiative de 2015 qui a accouché de l'élection du président Rumbedi au Perchoir pour une troisième fois. Oui. J'ai fait l'Alliance Soleil du président Sakalafia. Quand il dit dans la Libori, dans le Borgou, Yahi Boni
10 ans, c'est fini. Je suis celui-là, l'unique qui prenait le relais au nom de l'Alliance Soleil dont j'ai conduit la liste dans la 9e circonscription électorale, Savalou Dassa Banté. C'était pas... Et c'est cette victoire que nous avons eue sur le fil du rasoir. Ouais. C'est cette victoire, parce que si l'Alliance Soleil n'avait pas eu 4 députés, n'avait pas décroché 4 députés, des députés de Faskori Point Bénin émergent dans le Borgou et la Liborie, il n'était pas évident que le président Mbeki puisse se faire élire à 42 voix contre 41 à l'époque. Donc, je n'ai jamais été régimiste de tout le temps. C'est peut-être une apparence, mais là où vous semblez avoir raison, oui, dites-moi, je suis fonctionnaire, oui. Je suis agent de l'État. J'ai l'obligation d'accompagner la gestion de tout pouvoir en place dès lors que je me retrouve dans une fonction. D'accord. Si je me retrouve dans une fonction, je ne peux pas être dans la fonction en train de faire appesantir ma technicité et en même temps de dire l'action gouvernementale, l'action du pouvoir en place est mauvaise. Ou je n'accepte pas d'être promu. C'est peut-être ça, peut-être qui... Parce que je suis correct, je suis agent de l'État. Vous avez toujours été en fonction? Pas toujours. Oui. Pas toujours. J'ai commencé au ministère de l'économie et des finances en 2009. Après le service patriotique qui m'a pris 1 an, de 2008, d'octobre 2008 à septembre 2009. Et j'ai pris service en fin septembre 2009 au ministère de l'économie et des finances, jusqu'à nos jours où j'ai fait les petits pas, en passant par chef division, chef service, et directeur. Et après, j'ai eu des promotions jusqu'à nos jours. Donc, je ne suis pas un régimiste. Pour ceux qui me connaissent, depuis ma tendre enfance, dans les organisations, depuis les chorales, à l'église, on sait que Gabin, il n'a jamais été mouvancier, que Gabin n'est mouvancier de l'action de l'autorité, que lorsque l'autorité semble pour lui nous conduire tous à bon port. Quand il n'y a pas ça, Gabin s'en lave les mains. Ok, d'accord. Entrez dans mon histoire depuis Savalou, où les gens m'ont connu à Savalou au début, vers la moitié des années 80, je veux dire 85, en passant par 88 à Parakou, où j'ai eu beaucoup de Koubanga partout. Demandez. Et donc, c'est Gabin, ça. Voilà. La clarification était importante, M. Alagnon. Mais je voudrais ajouter que... Allez-y. Il n'est dit nulle part que quand on est agent de l'État, qu'on ne doit pas faire la politique. Agent de l'État. Quand on est fonctionnaire, c'est égal agent de l'État, n'est-ce pas? Oui, absolument. Et il y a chef de l'État. Donc, le béquille sur lequel un chef de l'État assoit sa politique, c'est l'administration civile. Donc, fonctionnaire, agent de l'État que nous sommes, et c'est l'administration militaire et paramilitaire, au terme des dispositions de l'article 54 de la Constitution, qui dit le chef de l'État dispose de l'administration et de la force armée. C'est par là qu'il met en œuvre sa vision. Donc, les premiers hommes politiques, c'est les fonctionnaires. C'est nous qui connaissons les tests. C'est nous qui connaissons les maniements, c'est nous qui connaissons les décrets. Les lois que prenne l'Assemblée nationale, c'est nous qui les mettons en œuvre. Ce n'est pas ceux qui viennent du dehors. Quand ils viennent, ils apprennent de nous. Vous êtes quand on forme le gouvernement, si vous ne savez pas faire, si vous observez très bien, 3 mois après, des parafaits dorment sur des tables. Et on dit, bon, parce que le ministre est obligé d'observer une prudence. Parce qu'il sort d'un milieu pour venir dans un nouveau milieu. Je donne des exemples. Vous prenez par exemple Mme Adijatou Matisse. Ministre de la fonction publique? Non, ministre de l'économie. Ministre de l'économie et des finances à l'époque. Ministre de l'économie et des finances. Je vous donne l'exemple de Cosme Serlin. Je vous donne l'exemple de Laourou Grégoire. Voyez-vous? C'est les sociétés, ça, du ministère de l'économie et des finances. C'est eux les procéduriers. Nous sommes allés, nous autres, après, à leur école. Donc, quand Mme Madidiatou a quitté le poste de DC pour venir ministre, là, quel dossier on va amener? Et on va dire, non, tel DG, c'est pas rapport à quoi? Tel DG, c'est pas comme ça. Elle connaît les dossiers. Alors, donc, la politique, les agents de l'État sont au service de la politique, parce qu'ils sont au service du chef de l'État, et la politique, c'est leur chose. La même preuve,
le tout premier président de la République a pour nom Hubert Koutoukoumaga, un enseignant de profession, un syndicaliste. Donc, c'est à nous la politique. D'accord. Et non exclusivement à vous qui venez du dehors, vous venez nous gouverner. Ah bon, vous pensez que nous, on vient du dehors? On ne gouverner pas l'administration publique. On ne pas l'administration publique. Oui, d'accord. Et lorsque nous parlons, par exemple... Est-ce que ça veut dire que vous êtes contre les... Comment je vais appeler ça? On les appelle souvent les venus de France, les collaborateurs extérieurs. Ça veut dire que vous êtes contre la politique des collaborateurs extérieurs de l'administration publique. Dites-nous la vérité, non, monsieur. Écoutez, je ne suis pas... Non. Une politique, c'est une affaire de vision. Oui, d'accord. Je ne suis pas contre une vision de gouvernement. Mais les collaborateurs externes, ils partiront. Oui, d'accord, mais ils sont là pour le moment. Oui, je dis, mais... Ils vous apportent quelque chose dans l'administration. Tout naturellement. Ben voilà. Ils sont formés dans nos universités. D'accord. Ils ont été à la même école que l'administration, ce n'est pas que pour les fonctionnaires, alors. Mais à la date où ils venaient, ils ne connaissaient pas l'administration. Bien sûr. Je suis plus que sûr. À la date où ils rentraient dedans, là, les procédures en la matière, ils sont obligés d'observer une prudence. Je ne parle pas en connaissance de cause. Okay. C'est de ça qu'il s'agit. C'est clair. On a beau faire l'international. On a beau faire les grosses firmes. Vous venez chez nous, au ministère de l'économie et des finances, là, nous allons vous enseigner les procédures d'exécution des dépenses publiques. Vous pouvez faire la BCA, vous pouvez faire la BOAD. Vous êtes dans le macro. Ouais. Mais vous venez au ministère de l'économie et des finances. Ah non, les contrôleurs financiers, les agents de la DGB, les agents de la DGTCP vous enseigneront les procédures d'exécution des dépenses publiques, il n'y a rien à faire. Vous ne connaissez pas avant d'arriver. D'accord. Okay. Il faut respecter les gens en la matière par rapport à ça. D'accord, votre message est clair, monsieur Alognon. Alors, dans votre parcours, sur votre cursus, vous avez été nommé directeur de la planification et des affaires financières. Enfin, je veux dire, directeur de la planification et de l'administration des finances à l'ex-ministère des Affaires étrangères, sous l'ex-ministre Agbenonsi. On vous accuse d'avoir publié un rapport contre Agbenonsi. Pourquoi vous publiez un rapport contre votre ex-ministre? C'est un fake news. Qu'est-ce que vous appelez fake news? Vous n'avez jamais fait de rapport, c'est ça? Je dis c'est un fake news. Expliquez-vous. Cette occasion que vous m'accordez, je la voulais vivant il y a longtemps. Vous avez l'occasion maintenant, hein? Allez-y. Parce que je l'ai voulu dans ce mois-ci. D'accord. Et Dieu me l'a accordé. Et je voudrais rendre grâce à l'Éternel parce que seuls ceux qui vivent pendant longtemps voient les choses et leur contraire se produire. Qu'est-ce que l'Éternel a à voir dans le rapport à l'issue de notre entretien, ce que je vais vous souhaiter en quittant ici, la longévité. Amen. Parce que quand vous avez la longévité, vous avez l'occasion de dire les choses justement telles qu'elles sont. D'accord. Alors, j'ai accédé à cette fonction le 13 mai 2020, par décision du Conseil des ministres. Et j'ai pris service le 15 mai 2020. Donc, il y a exactement 4 ans, je prenais service ce vendredi au ministère des Affaires étrangères. Mais en tant que DAF, directeur de l'administration des finances. Et plus tard, donc candidat issu du fichier national de compétences des hauts emplois publics, détenu à la présidence. Et dans cette fonction, plus tard, les fonctions de DPP et DAF ont été fusionnées après la relecture du décret fixant la sous-type des ministères et c'est devenu DEPAF. Donc, je suis devenu DEPAF le 11 janvier 2022. Donc, j'ai été DAF durant 19 mois jusqu'au 31 décembre 2021. Donc, 11 janvier, le ministre a pris une note d'habilitation en donnant de confirmer un conseil des ministres. Il m'a fait DEPAF. J'ai fini de diriger encore comme DAF. Le 26 janvier 2022, le ministre renouvelle son cabinet. DC, DAC, SG, SGAM. Et donc les anciens que je salue au passage, William Komlan, Ayado Koualé. On ne va pas citer leur nom, Gabriel Lognon, saluez-les globalement pour qu'on puisse gagner du temps. Ils sont passés, et il y a une équipe jeune comme nous qui a pris les rênes du ministère. Et c'était le début du calvaire. Parce que la jeunesse vous a compliqué la tâche, c'est ça? Mon Dieu, c'était le début du calvaire.
Mais nous, on est formés pour la retenue. C'est dit dans la loi sur les fonctions publiques. C'est dit dans les codes. Obligation de réserve. Obligation de réserve. Donc, que ça ne vous plaise pas ou que ça ne vous plaise pas, vous vous taisez. Ou vous déposez le tablier et vous partez. N'oubliez pas que en 2014, j'ai été fait par le ministre Bien, directeur des ressources financières du matériel du ministère de l'économie et des Finances. Vous n'êtes pas en train de répondre à ma question, Gabriel Lognon. Oui, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Vous dites que vous n'avez jamais publié de rapport sur le ministre Agbenoussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai jamais publié un rapport au nom de l'obligation de réserve et de la retenue. Je n'ai jamais publié un rapport sur le ministre Agbenoussi. Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, ce que j'ai fait relève d'une intimité professionnelle et d'une intimité politique et administrative entre l'autorité telle que vous êtes en face de moi et moi. Qu'est-ce que vous avez fait? Au regard du calvaire que je venais de décrire, depuis le 26 janvier 2022 avec la nouvelle équipe, exacerbé, j'ai produit un mémo. D'accord. J'ai produit un mémo sur la gouvernance que, en date du 17 avril 2023, que j'ai déchargé au secrétariat de monsieur le ministre sans laisser copie à la SP, parce que c'est à la lecture exclusive du ministre. Et aux environs de 19h, le 18, j'ai remis copie, main en main, à l'autorité pour dire, j'ai ajouté cette phrase, Excellence Monsieur le ministre, c'est à votre lecture exclusive. Et dedans, c'est assorti de recommandations. Je crois qu'il y avait 5 recommandations. Après avoir exposé les faiblesses, il y a 5 recommandations. Donc ce n'est que lui, le ministre, et moi qui avons copie. Donc il y a eu quand même un rapport. J'ai dit un mémo. Bon, c'est un rapport quand même. Donc, un mémo. Remis main à main à monsieur le ministre. Oui. Le 11 mai, c'est pour ça que j'ai souhaité que ça se passe ce mois-ci. Le 11 mai 2023, les recommandations que j'ai formulées, que j'ai adressées au ministre, j'ai commencé par les mettre en œuvre. J'ai posé un acte global en 4 phases. 4 correspondances. 1, ODC. Attention, DAC. 2, un autre. SG. Attention, SGAL. Une autre correspondance à l'endroit de la PRMP. Et une autre correspondance pour moi-même. Pour la sécurité de ces autorités-là, au nom du respect des tests que nous-mêmes nous sommes donnés. Au nom du décret, des décrets que si le chef de l'État, j'ai pris cette correspondance-là. Vous avez mis quoi dans les correspondances? Non. Et ça ne se révèle pas sur la place publique. Oui, mais on sait, puisqu'on a lu... Vous savez, dites-moi. Mais monsieur Lognon, vous savez très bien que... Cette correspondance... Oui, vous avez fait la promesse au début de l'émission de tout dire. Mais j'ai tout dit. D'accord. Alors quand je vous pose les questions, vous répondez à mes questions. L'administration a ses marques. Oui, d'accord. L'administration a ses marques. Oui. Et nous sommes au couvent là-bas. Ce que j'ai dit dément toute publication de rapport sur le ministre Agbenoussi. C'est le bégoun, c'est le basique. Oui. Donc, vous avez la réponse à votre question. Alors, vous avez dit dans les correspondances que certains utilisent abusivement les véhicules administratifs. Vous avez également dit dans l'une de vos correspondances, je vous le dis puisque vous n'avez pas envie d'en parler, que la cantine du ministère des Affaires étrangères serait gérée d'une façon à ce que les diplomates qui travaillent là-bas n'en profitent pas réellement. Vous avez demandé au PRMP de relire le contrat sur la gestion de la cantine des Affaires étrangères. Vous avez, Monsieur Aloyon. Je ne sais pas si c'est le contenu de ces correspondances. Oui. Si vous les avez apportées... Nous les avons vues circuler. Et nous parlons de ce que nous savons. Oui. Vous savez, c'est une correspondance qui est adressée à la PRMP. Oui. N'est-ce pas? Oui. Une correspondance qui est adressée à une autorité administrative, à son secrétariat. Ça a un circuit. Ça ne veut pas dire que c'est M. Aloyon qui a fait circuler des choses. Est-ce que vous voyez? Oui. Mais ce que vous décrivez dedans, celui à qui j'ai envoyé la correspondance, c'est ce qui est dedans. D'accord. Et quand j'ai pris cette correspondance-là, le ministre s'enferme
le 11 mai, même là, il s'enferme et il prend une note de service pour dire que quand on est des PAF là, après 3 ans, on quitte son poste. Et que la nomination faite en Conseil des ministres par le chef de l'État et tout le Conseil des ministres est devenu nul et de nul effet. Mais c'est pas réglementaire. Le parallélisme des formes oblige de repartir en Conseil des ministres. C'est pour cela que vous enlevez de votre fonction. C'est pour ça. Sans qu'il y ait une commission d'enquête qui ait établi une faute de gestion, sans qu'il y ait de demande d'explication préalable, suite des erreurs, d'accord, on peut relever quelqu'un comme ça par mesure conservatoire. Mais ça, sur une procédure où il y a une commission d'enquête qui fait son travail, etc., et qui établit et qui aboutit à des fautes de gestion, par exemple, parce que nous sommes en gestion là. Donc, j'ai salué, j'ai regardé le manque d'élégance dans la démarche, mais je suis satisfait dans la mesure où, si vous êtes en fonction, où la collaboration avec une certaine hiérarchie vous amène à péter les plombs, où vous passez à 22 de tension, qu'est-ce qu'il faut souhaiter dans cette fonction-là? Partir. Si je ne suis pas en vie aujourd'hui, d'accord, je parle sous le contrôle du cardiologue, Dr Adjaba, à l'Omel. Mais vous n'avez pas démissionné. Vous avez été relevé de vos fonctions. Vous auriez pu partir, oui, oui. La question que vous ne vous posez pas, ou que vous ne savez pas, l'opinion n'est pas restée attentive pour les forces en charge des décisions, pour se poser la question et dire, mais pourquoi la PRMP, qui est un acteur majeur de la chaîne des dépenses, a déposé le tablier par démission le 2 février 2023, alors que c'est un frère au ministre. Il est de Comé, il est de la 17e circonscription électorale. Ce n'est pas un indicateur important. Non, écoutez, nous avons une culture quand même dans notre société. Mais lui au moins il est parti, mais vous n'êtes pas parti. Moi je ne veux pas partir parce que je suis lié au fichier national. Et quand on est lié au fichier national... On ne démissionne pas? Non, attention, je ne vais pas saboter le fichier. Oui, mais on peut démissionner. Si vous n'êtes pas d'accord, il y a des SE qui ne sont pas d'accord dans les mairies qui démissionnent. Ils partent. Oui, ça... Mais eux aussi, ils ont été tirés au sort. Non. Comme vous. Écoutez, comme vous, monsieur Lagnon. Sans avoir la prétention de m'enorgueillir, les moutons sont ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Vous voulez dire quoi par là? Ah non. Ne confondez pas le fichier des SE au fichier des DAF, des PAF. Mais c'est un fichier quand même. Le dénominateur commun, c'est que c'est de toute façon, nous avons fait notre option, d'accord. J'aurais pu aller compétir pour le truc des SE, n'est-ce pas? Alors, donc, non, je suis rentré dans un fichier dont je salue les confessionnels. Donc on ne démissionne pas de ce fichier quand on n'est pas d'accord avec l'autorité, c'est ça? Non, vous allez démissionner, mais dans une approche. Parce que les documents que je fais, à partir d'une certaine date donnée, en ce moment-là, je rendais compte directement au fichier national, au coordonnateur du fichier national, pour lui faire toucher de doigt le malaise. Voyez-vous? Mais ce que je vais dire par là, il est important que nous apprenions à respecter les tests que nous-mêmes nous sommes donnés. Parce que ce n'est que ça que nous pouvons laisser à la postérité. Quand quelqu'un est nommé sur la base d'une loi, c'est une loi qui règle son problème. Quand quelqu'un est nommé sur la base d'un décret, c'est un décret qui le dit. En droit, ça s'appelle parallélisme des formes. N'est-ce pas? C'est ce que Awanka Etienne nous a enseigné sur les bancs de l'ENAM en droit administratif. Oui, mais M. Gabriel Lognon, vous n'êtes pas totalement blanc, hein, parce que il vous est reproché également au ministère des Affaires étrangères d'avoir profité de votre position pour octroyer une bourse au Canada à votre fille, et puis même que vous auriez fait preuve de favoritisme. Donc, est-ce que vous avez dénoncé ça vous-même aussi? Parce que vous avez écrit aux autres, mais vous êtes écrit à vous-même pour dénoncer ce qu'on vous reproche aux affaires étrangères. Monsieur Gabriel Lognon ne gère pas la direction qui s'occupe des bourses. Quand j'étais au ministère des Affaires étrangères, c'est vrai, ça a changé de dénomination. C'est la direction des relations culturelles, de la coopération décentralisée et des partenariats, DRCCDP. C'était géré par le professeur Nagbay. D'accord. Je suis rentré dans la maison. C'est vrai, je préparais le dossier de ma fille depuis août 2020 pour son entrée au Canada, quand Mme Baï Diatou, qui est guinéenne,
qui vit au Canada, avec qui j'ai un contrat, qui a géré le choix de l'établissement de l'enfant. Monsieur Aloyon, mais je vais vous dire quelque chose. Comme vous êtes aux affaires étrangères, j'ai vu dans votre dossier, ça va vous faciliter la tâche. Les États bénéficient d'une bourse que le gouvernement canadien paie directement aux établissements ici. Parlez à votre autorité. Et c'est ce que j'ai fait. Et le ministre Abenosi a signé la lettre en direction de Washington DC à l'ambassadeur d'Orego Jean-Claude pour dire à partir de hiver 2021, prenez en compte la fille de M. Aloyon. La note dit clairement, que la fille Maoubé Aholome Fassia est la fille de M. Gabin Aloyon, directeur de l'administration et des finances du ministère. Sur ce coup, c'est là le favoritisme. Et vous regardez la liste là, vous n'allez pas voir la fille Aloyon seule, qui est la fille d'une personnalité du ministère ayant eu... Vous le dites que d'autres personnalités ont envoyé leur... Écoutez, allez chercher la liste. Mais c'est ça le favoritisme dont on parle, M. Aloyon. En quoi c'était favoritisme? Vous ne savez pas. C'est votre position qui a permis ça. Oui, mais écoutez, si je me retrouve aux Nations Unies, et qu'il y a un enjeu là, qu'on donne, d'accord, à ceux qui se tracassent pour la bonne marche des Nations Unies, sans que je n'ai une emprise. Vous pensez que je peux forcer un DAF là? Comment dit-on? Un DAF, il peut avoir de l'emprise sur un ministre des Affaires étrangères. Dans beaucoup de pays, vous savez que les ministres des Affaires étrangères, du coup, des ministres d'État, c'est des premiers ministres. Pour obliger M. Aurélien Abenosi à signer un truc comme ça. Non, je trouve que ce qui se dit, sur la même liste, vous allez voir que c'est 5 enfants qui ont droit au diplôme de baccalauréat. C'est cursus 4 ans ou 3 ans. Oui. Vous avez les 4 autres qui ont 3 ans et demi. Et c'est la fille de M. Aloyon, seule, qui a droit à 2 ans. Alors que l'ambassadeur sait que la formation dure 3 ans. Je dis, monsieur l'ambassadeur, il semble que vous avez fait une erreur dans la planification de la durée de formation de l'enfant. Et c'est après maintenant, on me dit, l'IGF va faire enquête et que... Et justement, il y a eu l'enquête, M. Aloyon. J'ai pris part à l'enquête. Oui. Mais au nom du principe du contradictoire, au lieu de m'inviter à lire l'enquête, on aurait pu me demander, on aurait pu me donner copie. Parce que chaque fois que moi, je entends dans mes fonctions, où l'IGM ou l'IGF, d'accord, se rapproche de vous pour faire des investigations, et que vous participez à l'investigation, à la fin, on vous donne copie. Vous n'avez pas cherché à comprendre, mais les conclusions disent clairement que vous avez fait preuve justement de favoritisme parce que l'une des recommandations de la commission, c'est que ceux qui bénéficient de la bourse soient déjà au Canada. Votre fille a eu cette bourse alors qu'elle était encore au Bénin. Et en tant que cadre, en tant que haut fonctionnaire, nous devons faire en sorte que nos agissements ne soient pas toujours mécaniques. Nos agissements puissent connaître du ressort pour adoucir. Nous étions dans un contexte mondial, international, général, où il y avait la Covid 2020. L'enfant a obtenu l'inscription, est déjà inscrite, et à cause de Covid 2020, elle ne pouvait pas descendre sur le territoire canadien. Est-ce que c'est M. Aloyon qui a créé la Covid? Personne ne voyageait. J'allais vous en parler dans ce que nous avons fait de succès au niveau de la DEPAF, Affaires étrangères. C'est en ce moment où il y avait eu le réaménagement de la carte diplomatique. On en parlera tout à l'heure. Alors, donc, c'est pas que la fille n'a pas voulu être. C'est une mesure exceptionnelle parce qu'il y avait Covid et que l'enfant ne pouvait pas être sur le territoire canadien. Mais dès lors que le territoire canadien a été ouvert dans le 2e semestre de 2021, l'enfant s'est rendu là-bas en août pour s'acclimater et début truc là. Donc vous pensez que... début octobre, sur ce dossier. Oui. Pour finir, parce que là j'ai l'impression que vous... Oui, sur ce dossier pour finir, je voudrais prier le chef de l'État de nous mettre à la disposition de la justice béninoise, l'ambassadeur d'Orego,
qu'il soit déchargé de sa fonction, qu'il vienne. Non, vous ne pouvez pas demander ça. Donc, sur je ce suis plateau. Non, attendez. Au nom de la transparence. Non, mais vous savez que... Monsieur Lagnon, attendez une minute. Okay. Attendez une minute. Vous savez que la politique étrangère est définie par le chef de l'État. Il nomme qui il veut, il enlève qui il veut quand il veut. Donc, vous ne pouvez pas demander sur un dossier autant privé, aussi privé que le vôtre. Lorsque l'ambassadeur... Laissez-moi finir. Oui, c'est ça. Non, mais ne brutalisez pas mes idées. Lorsque l'ambassadeur estime que la famille Aloyon, à travers ma personne, est dans le faux, on est allé jusqu'à dire qu'il y avait 50 dossiers devant et que j'ai fait soutirer le dossier de ma fille vers le haut, alors que je n'en sais rien. Je dis, ceux qui sont impliqués et qui sont sûrs qu'on nous mette devant la justice pour qu'au nom de la transparence républicaine et de la probité qui doit gouverner le fonctionnement public de nos institutions, si c'est tranché comme ça, que M. Aloyon a fait de la fraude, en lien avec le ministre Agbonossi, le tablier que je porte à l'international, parce que je ne vais pas être aussi sale et aller replanter le Bénin dans un truc. Vous pensez que vous êtes l'objet d'une cabale, c'est ça? Véritable cabale. Mais pourquoi? Qui vous en veut? J'ai même été affecté le jour de la rentrée scolaire. Oui, ben c'est pas interdit d'être affecté le jour de la rentrée. Je ne suis pas un enseignant. Oui, d'accord, mais... Et à quel poste? C'est partout où besoin sera. Non, pas du tout. Contrôleur budgétaire de mon rang. C'est vrai que vous parlez de grade, je dis comme contrôleur budgétaire de mon rang. Oui. Contrôleur budgétaire de mon rang, les marques sont là. D'accord. Je ne dirai rien. D'accord. Mais ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas. L'essentiel est que la République fonctionne. D'accord. Vous savez que... Oui, monsieur Aloyon. J'ai été désigné pour être nominé avant de quitter les affaires étrangères. Mon dossier est parti à la grande chancellerie en février 2023. Et quand je suis parti, je retrouve que mon nom a été soutiré. Alors que j'ai géré sans adjoint. Tout le temps. Et alors que les directeurs adjoints que nous avons fait venir sous nous pour travailler, tous ceux-là ont été promis. Je rends grâce à Dieu. C'est Dieu qui ouvre les chemins. Exactement, vous serez décoré. Véritable cabale. D'accord, ok. Véritable cabale. Parce qu'il est engagé en politique. Ou parce qu'il se fait trop médiatiser. C'est ma nature. Je ne viens jamais. Est-ce que quand on est ici maintenant là, est-ce que j'ai jamais parlé de ma profession, ce qui se fait au ministère des Finances? C'est pas de ça. Si vous écrivez au ministre de l'Économie et des Finances pour dire envoyez-nous un cadre pour opiner sur des questions, d'accord, dans tel domaine, d'accord, procédure d'exécution des dépenses publiques, la gestion de la trésorerie des organismes publics, les techniques générales budgétaires, comment on... Oui, et il dit, monsieur Aloyon, allez-y, là je suis autorisé à opiner. Okay, mais relevant de mon militantisme reconnu et pour lequel, regardez là, le gouvernement m'a décoré. Le gouvernement m'a décoré parce que je fais partie, depuis 2011, parce que je fais partie des organisations de l'UNESCO et qu'aujourd'hui on puisse m'en vouloir parce qu'on me voit dans une audience avec le président de la Cour constitutionnelle. Non, vous faites véritable cabale. Non, oui, mais M. Aloyon... vous avez abordé cabale et je vous ai éclairé. Oui, d'accord. Mais c'est l'opinion publique que vous allez éclairer. Mais après, il ne faut pas non plus faire des amalgames et faire des associations. Je n'en fais pas. Mais là, ce qui m'intéresse, parce que moi j'ai des centres d'intérêt très clairs. Ce qui m'intéresse, c'est que tout à l'heure, vous avez parlé de la carte diplomatique, et c'était sous vous. Vous étiez directeur de la planification, planification. Et des affaires. Oui, planification et administration des finances. Un acteur aussi de la carte diplomatique, on peut le dire comme ça. Les raisons évoquées à l'époque étaient des raisons économiques pour changer la carte diplomatique. Est-ce que ces raisons-là, aujourd'hui, sont toujours valables, M. Aloyon? Est-ce que les ambassades nous coûtaient autant cher pour les fermer? Je vais vous dire que, sur ce point, je suis comptable de la gestion du président Patrice Talon. D'accord. Pour 10 ans. Parce que je l'ai vu arriver au pouvoir. Okay. J'ai pris part à l'opposition qui a abouti à son arrivée au pouvoir. Et j'ai géré, même si c'est 3 ans sur 10 ans, je suis comptable entier de sa gestion. Celui qui a conseillé cette carte diplomatique au chef de l'État a assassiné le Bénin presque à 3 quarts à l'international. Vous l'avez dit à l'époque? Est-ce que vous avez partagé cela avec... Écoutez bien. Vous étiez dans la fonction? Écoutez bien. Oui. La décision du réaménagement de la carte diplomatique a été prise
au Conseil des ministres du 26 janvier 2020. 26 février 2020. D'accord. J'ai été nommé le 13 mai 2020. Donc vous étiez déjà là? Je suis venu 2 mois, 3 mois après. Ouais. C'est ma direction qui s'est occupée de tout ce qui est gestion, le retour, les fermetures. C'est ma direction, la direction clé de route. Mais sous la houlette de la direction de cabinet et du secrétaire général. Donc je salue vraiment les tenanciers à l'époque. Les aînés qui m'ont beaucoup aidé. D'accord. Mais vous saviez déjà qu'on a assassiné le Bénin et pourtant vous avez travaillé sur le dossier. Non, la décision est prise. Oui. Donc vous devez mettre en œuvre. Et il fallait faire... Je suis venu au poste le 15 mai. Oui. Et le 31 juillet, le chef de l'État a été clair. Tous les agents de ces postes fermés-là doivent rentrer au pays pour permettre à leurs familles, leurs enfants, de faire la rentrée scolaire, voyez-vous, 2020-2021. La pression était sur nous. Ensuite, il fallait rapatrier les biens de l'État encore utilisables là. Est-ce que vous voyez? Oui. Alors, donc, nous avons géré ça par rapport au respect des instructions du Conseil des ministres. Oui. Mais nous n'avons jamais cessé de formuler des recommandations quand on a l'occasion. Je dis, par exemple, je prends par exemple Bruxelles. Oui. Je prends par exemple l'UNESCO. Je prends Genève. C'est des postes multilatéraux. Et c'est là où il y a tout le monde. Là où il y a tout le monde entier. On ne peut pas suggérer au chef de l'État que nous soyons absents. Je suis allé à l'UNESCO, à la conférence générale, et en novembre dernier. Le Niger est là, le Tchad. Parce que lorsqu'on fait les dossiers, c'est la délégation permanente au niveau de l'UNESCO, par exemple, qui suit les dossiers du pays. Donc, si vous êtes absent, le Niger ne va pas vous suivre votre dossier. Oui. Et je défie quiconque, ce meilleur diplomate, qui puisse me dire que l'ambassade du Bénin en France, oui, d'accord, peut gérer efficacement le poste diplomatique de l'UNESCO. Ce n'est pas possible. Oui, mais... Il y a trop de réunions. Ça, c'est un exemple. Oui, les autres pays d'intérêt, je prends Cuba. Oui. Vous voyez Cuba, voilà un pays sous embargo. Total. Mais en dehors du Brésil, dans les Amériques, c'est le pays le plus pourvu en représentation diplomatique. Parce que le pays est en instance, les gisements, rien n'est touché. Oui, mais on a ouvert Cuba. Cuba a été ouvert. Moi, j'ai donné cet exemple-là, oui, pour dire que... Oui. Mais on a ouvert Cuba. Oui. D'accord? En dehors de la médecine. Le vivier que constitue Cuba, là, ce n'est pas encore exploité et bénéficié par le monde entier. La Russie, tout le monde, les puissances, tout le monde est sur place là. C'est pour dire que... On a une ambassade en Russie. Je prends l'exemple de Cuba pour dire, oui, que les dépenses diplomatiques, voilà, sont des dépenses d'attente. Quoi qu'elles coûtent là, c'est des dépenses d'attente. À défaut de mettre beaucoup de personnel, on peut mettre des gérants intérimaires. Mais est-ce que M. Lognon, au moins une personne... M. Lognon, oui, vous étiez aux affaires étrangères. Oui. Est-ce que vous l'avez suggéré à votre ministre? J'ai suggéré 2 choses. Oui. Ce que je viens de vous dire. Oui. Et la deuxième chose que j'ai suggéré, c'est l'amélioration du condition du personnel. Voilà des hauts fonctionnaires qui sont rentrés. D'accord? Oui. Qui tombent, dont le salaire chute totalement. J'ai suggéré l'amélioration des conditions. Et j'ai pris le chef de l'État, si quelque chose est possible, de faire ça pour cette maison-là. Parce qu'il y a des gens qui viennent le lundi, ils garent leur véhicule, et ils commencent à Azem, et c'est le vendredi qu'ils rentrent à la maison avec les véhicules. Actuellement? Je vous jure, faites votre enquête. Aux affaires étrangères? Mais je vous jure. Mais pourquoi? Mais il y a des agents qui viennent à Cotonou et qui rentrent que vendredi. Pourquoi? Mais, écoute, la maison travaille, mais la maison, les conditions, j'ai suggéré quelque chose, oui, que j'ai laissé encore dans la maison. Et je pense que nous avons intérêt à suggérer au chef de l'État de bien vouloir à ce que cette maison puisse renaître autrement de ses cendres. Ça ne va pas dans la maison. Les tests sont pris par les hommes et pour les hommes. Les tests sont pris par les hommes et pour les hommes. Et je pense que le chef de l'État soit sensible à ce que nous disons. Si je suis invité dans une commission pour travailler, je donnerai ma contribution. Le terreau sur lequel il faut se mettre dans cette maison, c'est leur effectif.
qui n'est pas dynamique. Tout le personnel du ministère des Affaires étrangères, que ce soit à l'extérieur ou au pays, est en deçà de 500. Ça ne fait pas l'effectif du Trésor, de la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Ça ne fait pas l'effectif de la direction des impôts. Ça ne fait pas l'effectif d'autres structures, de la direction de la douane. Donc, je pense qu'il est important, malgré les choix politiques stratégiques, en termes d'investissement, en termes de la durabilité pour le pays, il est important qu'on suggère au chef de l'État de revoir cette maison. Et ça va être pour le bonheur de nos enfants. Parce qu'un père qui vient au boulot et qui s'interroge sur le retour et la vie de la soirée de sa famille ne peut pas produire qualitativement. D'accord. C'est une exhortation. Voilà, je vous ai essoré un tout petit peu sur la question des affaires étrangères. Vous allez permettre maintenant qu'on aborde une question d'actualité, donc le Niger. C'est vrai que le Bénin avait fermé son ambassade au Niger, a tenté de la rouvrir récemment. L'ambassadeur n'a pas pu présenter ses lettres de créance, justement parce que la situation au Niger avait viré au putsch. Depuis quelques heures, le Bénin semble normaliser sa situation avec le Niger, comme l'a suggéré l'ex-ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbelansi. Quelle lecture faites-vous de la tentative de dégel de la situation entre le Niger et le Bénin? C'est avec grande satisfaction. Et je remercie vraiment le chef de l'État qui a eu les sentiments d'un père de 1000 enfants. Et on dit chez nous, en langue locale, lorsque le malade mental se déchaîne dans la rue, si vous le suivez, d'accord, vous serez confondu à lui. Donc, cet embarquement par les navires qui a été rendu opérationnel depuis hier, c'est vraiment salutaire. Mais c'est provisoire, dit-on. Oui, de toute façon, ça a commencé. Ouais. Nous, pour ce qui nous concerne, par exemple, dans ce que je fais, parallèlement à la fonction publique au niveau des associations de l'UNESCO, nous sommes en train de nous mobiliser dans la sous-région pour voir dans quelle mesure, au Burkina Faso, au Togo, au Niger, je peux vous dire que mon directeur de campagne, oui, celui qui a fait que le Bénin soit élu et que le Bénin ait le siège continental, c'est le Nigérien. C'est le président de la Fédération nigérienne des clubs UNESCO, appuyé par le Mali. Donc c'est le Sahel. Donc personne n'est content pour ce qui se passe dans la Liborie du côté de Malanville. Moi, je n'ai plus produit de la Liborie. C'est l'agent du coton de Malanville qui a permis à un moment de me scolariser. Donc quand je vois la frontière fermée, hein, j'allais jobber sur le pont de Gaïa, ouais, avec mon ami qui est au Burkina Faso, qui travaille dans les mines, qui est DAF là-bas. On allait jobber en vacances sur le pont de Gaïa avec les douaniers, avec les policiers pour avoir de l'argent. Et quand on revient des vacances, on avait des belles crêpes à l'école, au collège. Donc, ce qui se passe du côté de Malanville, ça va être réglé. Tout le monde a intérêt, au lieu d'invectiver, de trouver que la politique du nouveau départ, de la rupture est mauvaise. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il est question de faire vivre la frontière et nous ne manquons pas de nous mobiliser. On le fait déjà. Ouais. On n'a pas besoin d'en parler, hein, pour aller vers des contacts pour que les populations... Si vous voyez l'oignon de Malanville, je sais de quoi je suis en train de regarder le marché de loin, hein, pourri. Le gari que mes parents amènent de Savalou et qui dorment à la frontière, ceux qui doivent quitter Gaïa et Dosso pour venir acheter, ne le faut plus. Ceux qui doivent quitter Maradi, donc tout ça, c'est des problèmes. Et je crois qu'après ce qui s'est passé, la suite logique, c'est l'ouverture. Et chaque acteur, que l'on soit de l'opposition, que l'on soit de la mouvance, la frontière ne connaît pas ça. Nous devons œuvrer à cette ouverture pour que le général Tchiani et son équipe puissent comprendre le gouvernement du Bénin. Hein. Le passé est passé. Le passé est passé. Oui. Faisons face royalement, efficacement à l'avenir pour le bonheur de nos peuples. Mais quelle leçon vous tirez de cette crise? La leçon que je tire de cette crise, je vais vous dire que il ne revient pas à nous Béninois de faire des dénonciations à l'international. Pourquoi? Pour dire, oui, ce n'est pas bon.
C'est une décision communautaire que nous avons non, donc là, nous devons laisser une marque. Nous devons laisser une marque d'enseignement élégant à la postérité. Toi et moi, nous avons le devoir de former les plus jeunes. Ceux qui sont devant nous ont davantage le devoir de continuer par nous former. D'accord? Et ils nous forment parce qu'ils disent et les actes qu'ils posent. C'est ça. Hein? Les déclarations récentes sur cette fermeture ne doivent pas provenir de Béninois. Et lorsqu'on mange dans un plat, que le plat soit sale après ou pas, mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est que le chef d'État doit savoir là, autant que les ministres qui sont partis de son gouvernement et qui jouent mécontents, il y en a plein encore autour de lui. Qui sont mécontents? Comment? C'est parce qu'ils ne sont pas encore quittés. Comment vous savez ça, vous? Mon de Dieu. Oui, comment? Il n'a qu'à aller demain à un remaniement approfondi. Et vous verrez. Vous serez le premier à me rappeler sur votre chaîne pour qu'on parle de ça. Il n'a qu'à aller demain à un remaniement approfondi. Parce que c'est ça qui a gangréné peut-être notre gouvernance. Vous voyez, le chef de l'État, personne ne dit la vérité au chef de l'État. Ah oui? Je vous jure. Je parle en tant qu'acteur de premier rang. En tant que fonctionnaire, j'ai donné un meeting au Hall des Arts le 24 avril 2021 pour la réélection. Les élections étant pour le 11 mai. Une personne a sanctionné le fonctionnaire à l'époque. Ce que le fonctionnaire. Et puis, fini à 19h30, déjà à 20h, ça a été diffusé sur OATV. Le ministre Abdelsi avait eu 5 minutes. Le 1er octobre 2022, j'ai donné un meeting pour que l'Union progressiste, le renouveau, soit majoritaire à Logozokai. Depuis Logozokai. Donc, ce que je dis là, je ne parle pas en tant qu'acteur de dernier plan, ayant vu le départ. J'ai été candidat en 2015. Monsieur Loyon, écoutez, comme vous avez commencé par parler politique, on va finir par ça. J'ai été candidat en 2015 contre le ministre d'État Kobe Kouché. Oui. Agent du ministère de l'économie et des finances là. Je lui ai fait face dans la 9e circonscription. Il était tête de liste FCBE depuis Banté. J'étais tête de liste Alliance Soleil. 2015. C'était la fin. Hein? C'était la fin. 2016, c'était fini. Non, écoutez. Oui. Les élections étaient programmées. Là, vous aurez pu prendre tous les risques. Si les élections étaient programmées, donc là, pour 2014, vous m'aurez vu dans la même posture. Si les élections étaient programmées pour 2013, vous m'aurez vu dans la même posture. D'accord. Les élections prochaines, c'est 2026. Gabien Loyon, comme j'ai dit, il y aura les élections générales. Ce que je dis là, c'est-à-dire donc ce que je dis, je le sais. Je dis autour du chef de l'État, s'il décide aujourd'hui de faire un ménage, vous verrez d'autres mécontents. D'accord, ok. Qui sont là, aujourd'hui, dans l'hypocrisie. Le code électoral voté, promulgué par le chef de l'État pour les élections de 2026, est-ce que ce code vous rassure, vous en tant qu'acteur politique, proche de l'Union progressiste? J'ai écouté le cœur technique sur le code. J'ai écouté Mathias Rompé, qui a démontré que partout au monde, le taux le plus élevé, c'est 7%. Oui. Et notamment en Turquie. Je ne suis pas politique, je ne suis pas politologue. C'est vrai, je suis un riscologue né. Oui. Je prends des risques. Parce que je force les portes pour partager une vision. Mais je l'ai écouté. Qu'est-ce que vous avez retenu? Sur cette base, tout ce que le chef de l'État fait aujourd'hui, c'est pour la jeunesse. Oui. Ce n'est pas pour les personnes d'âge avancé. J'aurais souhaité que le chef de l'État écoute sa jeunesse. Je lui suggère des états généraux sur la jeunesse. Et sur le devenir. Oui, mais et que la jeunesse lui dise son ressentiment pour les perspectives. Oui. C'est comme ça que l'on gagne les élections. C'est quoi le ressentiment de la jeunesse? Dites-nous, allez-y directement. Le ressentiment est clair. C'est quoi le ressentiment? Le ressentiment, le taux de 20% est trop élevé. Est trop élevé. Deuxième approche, il faut libérer le militantisme. Le fait de domicilier le parrainage dans les partis, c'est des responsables, les députés. Il faut libérer ça. Si moi j'étais consulté, c'est ce que je dirais. Parce que c'est la voix de la majorité. Vous savez,
le 25 novembre 2022, alors que nous étions allés présenter le budget du MAEC, le ministre était allé présenter le budget du MAEC à l'Assemblée nationale. Oui. J'étais derrière lui. Quand on a fini, j'ai rendu visite à un aîné. Et je lui ai dit, mais Fofo, s'il vous plaît, quelle est cette liste-là électorale? Vous savez que la liste était faite à fin octobre 2022. Nous étions en novembre. Et mais Fofo, c'est quoi cette liste électorale-là? On ne peut pas gagner. Oh, il m'a dit, oh, que tu me dis comme ça? Donc tu penses que nous, là, quand on tu penses que nous, on va avoir 2-3? Ça n'a pas raté. Il m'écoute. Ça n'a pas raté. Cotonou a sa psychologie de vote. Que feu Guy Amélie Adjaron, ou feu Nathanaël Ba, Azori Goubert, Massim Kodjisi, c'est ceux qui nous ont formé ça. Candidat Zanaï, Cotonou a sa psychologie. On peut porter les maillots jaunes, des orteils jusqu'à la chevelure, avec des dossiers à la poitrine, à la Sénat. Si on ne règle pas cette question, ça ne marchera jamais dans les grandes villes. C'est les villes qui sont des reflets de l'intérieur du pays. C'est les villes les plus renseignées. Donc pour vous, il faut relire le code électoral, totalement. Je crois que nous ne sommes pas encore à 6 mois des élections. Je garde espoir que le chef de l'État écoutera sa jeunesse. Je ne dis pas le peuple. Parce que c'est la jeunesse qui prend des risques. Vous n'allez jamais voir des vieux en train de brûler les pneus. Jamais. Vous n'allez jamais voir des jeunes dans la vieillesse, dans l'insurrection. Et après ça, il prendra sa décision. Je sais qu'il a un cœur de père de 1000 enfants. D'accord. Je sais ça. Oui, mais contrairement à vous, Gabin Loyon, qui êtes un acteur politique proche, enfin, du régime, contrairement à vous, les partis politiques, les blocs soutiennent le code électoral. Le bloc républicain soutient le code électoral. L'UPR soutient le code électoral. C'est de l'hypocrisie. Tous les partis de la mouvance soutiennent le code électoral. Je dis, pourquoi vous dites que c'est de l'hypocrisie? Non, je soutiens le code. Oui. Mais pas dans cette disposition. Oui, d'accord. C'est ce que je dis. Mais eux soutiennent un bloc et pourtant écoutez, je vous dis, c'est de l'hypocrisie. Ah bon? Qui a commencé depuis 2016-2019 avec l'histoire du système partisan. Vous êtes contre ça aussi? Le système partisan, là. Oui. C'est un ramassis de tout. Quelqu'un qui a dit que Talon est un voleur, que Talon est un brigand, sous nos yeux, à Dassa, un peu partout, et le lendemain vient pour dire qu'il est bon. Vous prenez un parti politique, s'anime, un parti politique ne s'administre pas. Voilà parce que, je vous dis, quand on conseille aux gens là, il faut qu'ils écoutent. Vous savez que nous avons échoué aux élections dans la nouvelle circonscription électorale? Pourquoi? Mais les démocrates ont eu 19 000 voix à Banté, contre 3 000 voix de l'Union progressiste, le renouveau, à Banté. C'est un échec cuisant. À Dassa, les démocrates ont eu 11 000 voix, contre 8 000 voix pour l'Union progressiste et 5 000 voix pour le bloc républicain. Zomanou a battu. C'est un échec cuisant. Ce n'est qu'à Sabalou que les deux partis au pouvoir que nous animons, d'accord, sont venus en tête. Alors que la tête de liste est à Dassa, est un maire en fonction. Le seul ministre de la circonscription électorale, voyez-vous, est de Dassa. Donc, il n'est pas de raison que Dassa ne vienne pas. La préfecture est déposée à Dassa. Le préfet est là. Donc, il n'est pas de raison que nous ne venions en tête. Je ne sais pas si les gens lisent correctement cette statistique pour en tirer les leçons pour l'avenir. Donc, je vous dis, en 2014... On va finir, monsieur Aloyon. En 2014, qui était ministre de la Culture? En 2024, c'est qui? En 2016, qui était ministre des enseignements maternels primaires? Qui est ministre de l'enseignement supérieur aujourd'hui? Mais le peuple voit tout ça. C'est pour ça que quand nous allons aux élections, nous échouons. D'accord. Sur cet élément. Parce que la même bouche, je dis, je supplie le chef de l'État de bien vouloir accepter. C'est vrai que Jésus-Christ n'a jamais changé ses apôtres. Mais je le supplie, il a besoin d'une certaine virginité autour de lui. Pour rassurer son peuple. Pour être porté en triomphe à la fin de son mandat. Pour une relance
de sa machine. Vous allez conclure l'entretien. Le peuple en a besoin. Vous allez conclure l'entretien. Je crois que... C'est votre conclusion déjà maintenant? C'est ma conclusion. Oui, absolument. Parce qu'on a fait plus que 52 minutes. C'est allé très tôt. Mais bien sûr, donc bon, vous allez conclure. Ma conclusion. Allez-y, monsieur Alain. Je vais vous demander de m'aider. Joël Aïvo. Joël Aïvo. Joël Aïvo. C'est une affaire de la justice. Mais si le président de la République peut quelque chose, il n'a qu'à aider l'université. L'université s'agenouille. Pourquoi Joël Aïvo seulement? Oui. Joël Aïvo n'a jamais été ministre. Il n'a jamais été député. Il n'a jamais géré quelque chose. Il est resté scientifique. Nous avons besoin de lui pour nos thèses. Nous avons besoin de lui pour nos mémoires. Mais on a appris que depuis... Un père qui a le dos large, vous m'en donnez. Et la sortie de Joël Aïvo, je rassure le chef de l'État, mais et les autres? Le compromet. Oui, et les autres? Non. Vous ne pouvez pas faire un choix arbitraire. Il y a plusieurs qui sont dans le cas. Écoutez, sur ce pas-là, allons aux exilés politiques, si vous voulez. On ne va pas refaire le débat. Non, ce n'est pas un débat. On va pas refaire non, ce n'est pas un débat qu'on fait. Écoute, je prends par exemple le ministre Bikoutié. Il n'est pas un exilé. Bon, on ne va pas refaire le débat. Écoute, quand au nom du président de la révision, on raconte. Ce qu'on va faire, M. Lagnon. Écoutez, il y a d'autres qui sont des exilés. M. Lagnon. Mais lui, non. M. Lagnon, ce qu'on va faire. Donc, Aïvo n'a rien géré. D'accord. Je prie tous les rois de ce pays qui peuvent faire quelque chose dans l'ombre. L'université a besoin de ses compétences. Ce sera votre mot de fin, M. Lagnon. Merci beaucoup pour votre attention. M. Lagnon, on aura largement le temps d'aborder plusieurs sujets. D'accord. Ça va me faire plaisir. Oui, parce qu'on n'a que 52 minutes. Merci. Et moi-même, j'ai soif de discussion, de débat sur un certain nombre de sujets. Donc, rassurez-vous, on aura le temps de parler de 1001 choses. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Non, c'est moi qui vous remercie. Et d'abord dire ce que je pense. Oui. D'accord. Oui. Et par rapport... vous savez... Vous voulez relancer le débat? Non, pas longtemps. Vous savez... Bon, allez, merci monsieur. Chers amis téléspectateurs de NET Télévision, auditeurs d'Espoir FM, merci beaucoup pour votre aimable attention. Je vous retrouve dimanche prochain, si Dieu le veut, pour un autre numéro de l'entretien du dimanche. Bon appétit à vous et à très bientôt. Merci.